Intéressant que vous m'expliquez vous-même. Oui, oui, volontiers, oui. Alors moi je suis journaliste indépendant j'habite à Bâle en Suisse et je travaille pour un journal. Bien en finance. Oui, en freelance, oui. Je travaille pour le journal de Zurich par exemple, c'est Neue Zürcher Zeitung. C'est un journal très connu bon, qu'on est payé alémanique en Allemagne ici, en Suisse. C'est un journal de réputation internationale et puis pour le journal de Bâle aussi, pour la radio suisse allemande et pour d'autres journaux aussi. Et je travaille assez souvent sur le Maghreb, sur des questions qui touchent le Maghreb, et bien sûr aussi sur des mouvances islamistes, sur, bon, au principe tout ce qui se passe au Maghreb, ça m'intéresse. Donc je suis un peu un des spécialistes suisses du Maghreb, si on peut dire, en tant que journaliste. Vous avez déjà effectué quelques reportages sur le Maroc? Oui, sur le du Maroc. Bon, sur vous, par exemple, bon, pas des reportages, mais des articles dans des journaux, mais pas vraiment de grands reportages. J'ai fait des émissions radio. Je vous avais envoyé une cassette dans le temps sur l'entretien que j'ai eu avec vous il y a un an. Et justement là, j'avais des problèmes avec les autorités après à la douane. Heureusement, comme ça, aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous faire une idée, une image. Oui. De ce que c'est qu'un islamiste. Oui, bien de sûr. pure souche. Oui, oui. Et oui, bien sûr, c'est une grande occasion pour moi de vraiment de... C'est autre chose que de glaner les renseignements de droite et de gauche. First-hand information, c'est toujours très important, oui. Et je me rends compte que c'est une grande occasion pour moi de pouvoir vous rencontrer, même... Oui. Je pense que nous n'avons pas trop de présenter l'émission dans qui sont là. Oui. Nous, il faut tous partir de notre organisation. Oui, oui. Plus ou moins responsables. Camille est mon fils. Oui. Vous l'avez rencontré avant? Oui, Madame Nadia m'a l'a présenté juste avant. Oui. Les autres sont mes fils aussi. Oui. Spirituellement parlant. Oui, oui. Parce qu'il faut vous dire, pour commencer, que chaque fois qu'on vient imposer ou plaquer sur notre mouvement une idée préconçue, une idée de parti politique, nous ne sommes pas d'un parti politique. Oui, oui. Et il est très difficile pour un esprit occidental de se faire une idée nette de ce que cela voudrait dire qu'un mouvement islamiste est à la fois spirituel et politique. Oui. Les intégristes de chez vous, catholiques et protestants, oui. Intégristes aussi. Bien sûr. Ils sont plus ou moins politisés, puisqu'ils ont des choses, ils ont des demandes du gouvernement. Mais nous, c'est une autre chose. Oui, oui. Et je vous demanderai de faire un effort pour effacer un peu l'idée que vous aviez pu avoir sur les islamistes et d'essayer de vous faire une idée plus large, oui. plus ouverte, oui. sans préjugés. C'est trop demander à un occidental de faire fi de ses préjugés, mais c'est le prix qu'il faut donner pour être, qu'il faut présenter, donner pour être objectif. C'est vrai, oui. Il y a beaucoup de préjugés en Europe contre l'islam en général et contre les mouvements islamistes. C'est clair. Et je crois que c'est une partie de mon travail de dissiper un peu des préjugés, de parler, de faire entendre les voix de ces gens directement, de pouvoir communiquer, disons, en Europe, en Suisse spécialement, ce que veulent ces gens, ce qu'ils pensent vraiment. Et pas, disons, communiquer des idées préconçues ou des préjugés. Je pense que c'est mon travail. C'est un défi de faire ça. Et je pensais que chez vous en Suisse, vous êtes moins braqué sur l'islamisme qu'ailleurs. En France, par exemple. Oui. Vous êtes plus ouvert, vous êtes historiquement neutre,
Donc, ce sont des données qui sont données Donc, oui, je en pense. considération. Oui, oui. Pour ne pas aller la tête à première Ouais. la suite de ces gens qui ne cessent pas de vitupérer et de calomnier l'islamisme. Ouais, ouais. Ces gens-là ont des lampes, des symboles sur lesquels ils font leur fonds de commerce. Oui, oui. Aussitôt qu'on parle d'islamisme, l'image des gens qui tuent les enfants en Algérie, les talibans en Pakistan, se présente. Ils pensent. Oui, oui, oui. Il faut de la surenchère pour faire du travail propre. Il faut essayer de se libérer de toutes ces idées. Oui, oui. Et écouter les gens qui vous parlent honnêtement et librement. Oui. L'une des conditions font que notre discours est à un degré avancé, libre, toute appréhension, c'est que nous n'avons peur que de Dieu. Nous sommes opposés au régime, parce que je présume que vous allez me poser des questions. Sur quel plan, je vous l'expliquerai si vous me demandez. Oui. Et nous travaillons ouvertement en annonçant dès le départ que nous sommes contre la violence, nous sommes contre les complots secrets. Donc, à visage ouvert, nous avançons. Nous proclamons que nous avons notre loyauté est acquise à Dieu et à l'islam, que notre message s'adresse à l'homme en tant qu'homme, non pas seulement aux Marocains ou aux Arabes. Qu'est-ce que nous disons à l'homme? Nous disons avant tout, et vous êtes cet homme. Mon drogue. Vous n'êtes pas seulement un journaliste. Donc, la diplomation professionnelle joue un grand rôle, mais il faut essayer de temps en temps de se libérer de cette déformation. Oui. On le dit tous les jours, hein, mais on n'arrive pas tous les jours. Parce que, aussitôt qu'un islamiste parle de sa foi et de sa mission dans le monde, voilà, il dit, voilà, il fait qu'est-ce que le mot que je cherche, Nadia? Aussitôt qu'un islamiste parle de sa foi aux autres, on dit, voilà, il fait de la prosélytisme. C'est ça. Eh bien, du prosélytisme, ce n'est qu'un mot, ici. Parce que les mots d'ici-bas, ils disparaissent. Reste la vérité. La vérité, c'est que l'homme occidental est tant dérangement compris. Il a perdu le nord, il ne sait pas comment se diriger. Le sud aussi. Dans un autre sens. Oui. Donc, l'homme occidental, il a perdu les pédales, si vous voulez. C'est une expression plus technique. Il ne sait que faire. Il vit très content en surface de son sort. Mais en profondeur, il est très malheureux. Très malheureux de ce sort qui fait de l'homme occidental un consommateur, un spectateur, un internaute, un jouisseur.
tout ce que vous voulez, toutes les valeurs d'ici-bas qui ont cours dans la culture occidentale et dans la vie occidentale. Nous, notre mission, c'est de dire à l'homme qu'il doit chercher la vérité sur son existence et sur son après son existence, son devenir après son existence. Voilà l'essentiel de notre discours. Voilà l'essentiel de ce que nous disons dans nos réunions d'éducation spirituelle. Puis je peux t'interrompre un instant pour des raisons techniques. Moi, je vais bien enregistrer après. Donc, mais moi, je dois savoir, est-ce que vous pouvez me consacrer une heure, par exemple, plus ou moins, vous avez le temps, je peux vous poser des questions pendant une heure, vous me consacrer 40 minutes pour savoir un peu... Oui, posez vos questions. Oui. Je vous ai Oui. fait C'est cette préambule, cette introduction, bien sûr, pour oui. vous mettre un peu dans vos mains. C'est parfait, Mais oui. c'est à vous, l'heure Oui. est à vous. Il est 17h exactement, Très bien, oui. 17h, Oui. et vous êtes suisse. Oui. L'exactitude des... Oui. Bon, allez-y, Très bien. allez-y. Alors, j'ai installé le téléphone. Par le ministre de l'Intérieur, il vous avait communiqué que vous étiez un homme libre sous condition que vous respectiez la Constitution et les lois en vigueur. Est-ce que vous bénéficiez actuellement en effet de cette liberté? Est-ce que vous êtes un citoyen libre? Ou est-ce que vous êtes toujours soumis à des restrictions? Est-ce que vous pouvez par exemple accueillir des journalistes sans problème, des adhérents de votre mouvement, des amis? Ou est-ce qu'il y a toujours des petits ou même de grands problèmes? Oui, jouer de sa liberté, c'est faire en sorte que personne ne s'occupe de vous. Surtout que la police ne s'occupe de vous. Alors, avant, il y avait quelques individus devant ma demeure qui m'empêchent de sortir, qui empêchent les véhicules d'entrer. Maintenant, il y a toute une installation. Ils ont un commissariat à côté de chez moi. Une villa, une salle de commissariat, à cette garde qui a décuplé. Et puis multiplié par 10. Pour ne pas dire qu'elle me dit par là. Je sors quand je veux, mais ensuite viennent quelquefois jusqu'à 10 voitures blindées de monde. Je reçois les journalistes, mais sous surveillance de très près. Le ministre de l'Intérieur, demain, il avait déclaré que je suis un mondial. Il a accompagné cette déclaration de quelques menaces. Attention, il ne faut pas qu'on dépasse les limites, qu'on respecte les institutions du royaume. Il faut faire attention à ne pas faire faux pas. Nous avons reçu ces messages. Nous continuons nos activités comme auparavant. Ce n'est pas la première fois que la police nous fait une menace, que le gouvernement nous menace. Ça fait quelques 25 ans, quart de siècle, et nous avons l'habitude. Depuis 25 ans, nous avons cessé d'être poursuivis, emprisonnés. La dernière nouvelle, c'est hier, d'un de nos militants, un homme, et ça peut commencer localité très là. Un homme, Castillo, c'est un nom espagnol. Le nom arabe, c'est Frida. Ce jeune homme a été amené au commissariat. Il a été traité de la façon dont les voyous que sont. C'est un
policiers de chez nous prêtent aux ennemis. C'est horrible, c'est indescriptible, et je ne veux même pas entendre parler de détails. On m'a dit c'est horrible, c'est indicible, vous prenez ce que vous voulez. Donc, et votre courrier, vos appels téléphoniques sont sûrement certainement surveillés et sont contrôlés, je suppose. Pas seulement les PP, vous savez que les engins modernes, les post-modernes, peuvent vous espionner à travers les murs. Et je sais que cette maison nous sert du siège et plus fait, nous n'avons rien. Nous écouter ou ne pas écouter. Auparavant, nous avions quelques appréhensions. Aujourd'hui, nous le disons, nous n'avons pas peur d'être espionnés parce que tout ce que nous avons à dire, nous le disons à visage ouvert et à voix haute. Nous décrivons, c'est écrit en français, c'est écrit en arabe, c'est traduit dans différentes langues, donc il n'y a rien d'autre à cause de ce espionnage. Donc, votre liberté en tant que citoyen est très relative, elle est très surveillée. surveillée. Je préfère ici une excuse pour cette contemplation, mais c'est mieux que ça. Je suis mieux à l'aise. Est-ce que, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'attitude du oui. Alors, l'attitude du gouvernement en place, du gouvernement Yousfi, donc, vu de l'extérieur, elle a changé. Vous étiez libérés et tout, et les médias en Europe, ils parlent de votre libération. Mais en effet, donc, l'attitude du gouvernement vis-à-vis de vous n'a pas trop changé. Oui, si les médias parlent de ma libération, c'est que pendant 10 ans, on a parlé de ma frustration. Donc, il fallait à ce gouvernement une manière de se disculper. Et voilà, nous sommes recevables, nous sommes fréquentables mondialement et internationalement parce que les droits de l'homme, nous les respectons. Ma détention était une transgression à ces droits de l'homme flagrante. Donc, aujourd'hui, le gouvernement éprouve le besoin de parler un peu beaucoup de ma libération et d'en faire un acte valable auprès des instances internationales pour dire voilà, nous respectons les droits de l'homme. Mais les médias internationaux, votre cas qui est tellement connu à l'étranger, ça vous protège d'une certaine façon. Le gouvernement va bien réfléchir avant d'entamer quelque chose de sérieux contre vous, comme un attentat peut avoir des répercussions dans d'autres. Oui, bien sûr, parce que le droit international, les instances internationales sont obligées de payer un service labial, comme on dit, le service. Le droit de l'homme, pourquoi faire? Parce que l'Occident respecte les droits de l'homme chez l'Occident, en Occident. Et on ne peut pas dire qu'ailleurs, on ne respecte pas les mêmes droits. On ne peut pas dire que les gens du Sud n'ont pas droit à ce même respect. Donc, ils en parlent. Mais en fait, et sous la table, que fait l'Occident pour dissiper un peu
cette machine de guerre médiatique qu'est le dénigrement de l'islam. Faire de l'islam l'ogre qui va manger l'Occident, alors que nous sommes l'islamisme, disons-le, parce que c'est le l'islamisme. Et des armées qui ne sont pas d'armes. Au moins chez nous, les gens ailleurs ils possèdent juste des armes pour faire de terrorisme. Ce dont nous avons horreur d'entendre parler de gens qui tuent les innocents. La dernière affaire, c'est celle de la Philippines, les otages. Mais nous avons horreur de ça. Et nous aussi sommes de le dire. Ce qui se passe en Algérie et ailleurs, ce sont des choses que nous considérons comme des catastrophes, une catastrophe. Sur ces actes inhumains, subhumains, sauvages, sur ces actes, l'Occident éprouve du plaisir à bâtir ses campagnes médiatiques, parce que ce qui est recevable, le discours irrecevable à l'Occident de la part d'un journaliste comme vous, c'est de me dire des islamistes. On ne peut pas parler objectivement des islamistes. À l'exception de quelques gens comme ce qu'on appelle le français, comme Béga par exemple. Béga, il va contre le thème. Il parle objectivement et il n'a pas peur de dire sa pense, ce qu'il pense. Dans Ouazzara, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres occidentaux qui font la même chose, mais je serais heureux d'entendre à vous qu'il y a une campagne organisée chez vous pour dessiner les yeux de l'Occident concernant l'islamisme. Non, ça va, non, ça va. C'est un travail fatigant, c'est comme ça. Non, parce que je ne sais pas si votre père est habitué à faire, il y a des petits bruits éventuellement. Je ne sais pas. Donc, je dis bien, poser des questions en ce qui concerne la relation avec l'Occident, je pense que le monde arabe et l'islam, avec l'Occident. Moi, j'aimerais bien vous poser d'abord encore quelques questions concernant votre relation avec le gouverneur. J'ai entendu qu'il y a eu certains problèmes concernant les campings sur les plages l'Atlantique que vous voulez organiser. Et là, vous êtes heurté à une interruption de la part des électriques. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Une deuxième chérie, alors c'est bien DPP, non cessé de parler de la guerre des plages. Ça fait ça la guerre des plages. Qu'est-ce que c'est que cette guerre des plages? Je reviens un peu en arrière. Depuis quelques années, 10 ans peut-être, 10 ans, ça fait 10 ans que nous avons commencé à camper sur les plages. 10 ans. Nous avons commencé très sobrement. Et les plages que nous organisions, nous organisions 10 ans, étaient fréquentées par des gens qui ont besoin de tranquillité, de pudeur et de repos. Ces plages ont remporté un grand succès. L'année dernière,
et donc c'est fréquenté par des dizaines de milliers de Marocains et de Marocaines. Ce succès n'a pas plu à certaines forces politiques du Maroc, mais au gouvernement Youssouf et à son parti en particulier. Ils ont décidé d'interdire, de nous confisquer nos stations, nous avions 6. Ils nous ont interdit l'accès à certains sites, à certaines plages. Nous avions une installation, un camping construit au nord d'Amblé. Et voilà, ils ont pensé qu'une fois les plages privées que nous fréquentions, que nous organisions interdites, nous allions nous croiser les mains et obtempérer à l'occasion du gouvernement, aux ordres du gouvernement. Au contraire, nous avons décidé d'aller descendre sur des places publiques. Eux, ayant circulé, enracinés chez eux, les islamistes sont des gens qui sont renfougnés, qui ont de l'animosité contre le peuple. Ils ont pensé que ces gens-là, nous n'oserons pas descendre sur les places publiques. Ce que nous avons fait. Mais je vais vous le dire. D'abord, ils ont été choqués. Ils ont été surpris. Parce que c'est dans leur calcul, cette action, notre action d'être sur les plages, n'entrait pas dans leur calcul. Nous avons pensé que, au lieu de nous concentrer sur 6 plages, nous allons envahir, entre parenthèses, envahir les paisiblement et d'une façon civile. Envahir toutes les plages. Ils ont été surpris. Notre premier réaction, notre première réaction, je m'excusais parce que le français, c'est une langue que je n'utilise pas dans le temps, il y a 40 ans. Et les mots m'échappent quelquefois. Les mots qu'il y a des gens qui sont. Donc, la première réaction, c'était d'emprisonner les jeunes gens qui sont allés sur le plan. Filtra, à Germida, différentes localités, différentes villes, il y a eu des procès. Au mois de juin, au mois de juillet, et il y a encore des procès pendant, qui attendent d'être jugés. Surveillance. Ceci a été توقف مع coïncidé ces jugements et ces procès ont coïncidé avec mon retour d'une tournée que j'ai faite au Maroc. Pardon. Vous avez fait une tournée, vous avez donné des conférences, vous êtes allé voir des gens, vous avez prendre des risques quelque part. C'est cela. Donc cela a coïncidé avec cette tournée que j'ai faite un peu partout au Maroc.
Vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait dans cette tournée. Eh bien, au début, à la fin, on le connaît, c'est évident. Et dans le sud, nous avons fait des réunions collèges. Réunions sur des travail. Mais avec cette convocation, ces procès, nous sommes descendus dans les... C'est exceptionnel. Des choses que nous avons jamais fait. De très près. Pas seulement d'élection, mais de menaces. Menaces de violence. Ils ont failli tuer quelques gens qui m'accompagnaient. Je leur ai forcé compagnie, aux policiers, et la nuit, Angers, ils ne savaient plus où j'étais, et la voiture qui était censée être mon véhicule, ils l'ont suivi, et ils ont failli entrer dedans. Je ne sais pas quelle était leur intention, je ne veux pas leur prêter des intentions homicides, et vous savez que ça se dit, n'est-ce pas, en politique, c'est connu. C'est connu. Nous avons eu une réflexion. À Tanger, c'était dans la rue. Nous sommes abaissés d'un balcon au, je sais pas, le maire, à une foule nombreuse. À Kenitra, c'était la même chose. C'est dans la rue. Ce qui les a mis dans nos états. Ils ont continué de plus belle à condamner les gens. Parmi les gens qui ont été condamnés, voilà le chauffeur qui nous a amenés ici, Morad. Je ne sais pas s'il y a d'autres ici. Non. Donc, ils se sont trouvés devant le fait accompli. Nous sommes bel et bien sur les plages. Des milliers de milliers. Sur toutes les plages. Au nombre de combien? Combien de plages nous avons investi? 20, 26. C'est 26 plages. Toute la côte marocaine. Nord comme sud. Donc c'était un degré de confrontement avec le Et les policiers, les autorités ont intervenu sur les plages. Ils ont essayé de... Je vais vous le dire comment. D'abord, ils sont intervenus en usant de guerre psychologique. Ils ont propagé au public, ils ont Genado mobilisé leur police et leurs agents d'autorité pour propager dans le peuple que nous sommes des tueurs, ils sont sur les places pour poignarder les gens ou faire, etc. Les gens, au début, ils avaient peur, mais ils se sont rendus que nous étions des gens très gentils et qui ont été très contents à la fin de cette campagne d'être avec nous. Nous avons remporté une grande victoire. Et je sais de science sûre que le gouvernement a regretté. À regretter, c'est ce mauvais pas qu'ils ont fait. C'était trop, Pardon? mais c'était trop tard. Trop tard. Je crois que aujourd'hui, ils pensent qu'il aurait été meilleur de confiner cette vague de sauterelles islamistes. C'est comme cela qu'ils pensent. Dans nos campines d'origine, dans six campines, ils sont confinés, personne ne les connaît, ça aurait été mieux. Maintenant, ils sont connus. Maintenant, s'ils ouvrent une centaine de places, les gens vont dire, voilà, nous allons les voir parce que... Et puis, ils ont usé d'un autre moyen pour nous empêcher
d'entrer en contact avec les estivants. Ils ont apporté des concerts, des tapages, pour faire du tapage. Ils ont organisé des concours pour les jeunes sur les plages. Ils ont apporté sur les plages des haut-parleurs pour que notre parole et notre animation, parce qu'il y a eu des animations artistiques, culturelles, des jeux, etc. Donc, ils ont usé de propagande, de guerre psychologique, ils ont usé de cette manière d'intervenir tapageusement pour nous empêcher de l'être entendu, mais à la fin, cette campagne maintenant est finie, c'est la fin de l'année. Et c'est à eux de penser à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi le gouvernement Youspi et Peter Marseille, pourquoi ils ont peur de votre mouvement? Je vais vous le dire parce que ils ont tâté le terrain pour savoir, pour connaître, pour savoir ce que nous sommes, pour se rendre compte de ce que nous sommes. J'ai du 16-5 ans, en 1975, en Suisse saoudite. Non, 95, 95, de 95, notre mouvement a fait comme une Bible. C'est comme cela que s'exprime. Notre mouvement sur les universités, campus, notre mouvement a fait main basse sur le mouvement étudiantin. C'est comme ça, ils s'expriment comme ça. Ils auraient pu dire que ils ont vaincu. Derrière, depuis plus de 20 ans, sur les campus, le seul discours qui était entendu, c'est le discours de gauche. D'abord les marxistes, léninistes, extrémistes, furieux, et puis de l'organisation socialiste de monsieur. Ils croyaient que le mouvement étudiantin était le leur. Pour en être sûr, en 1995, leur direction, comment ils appellent ça? Peut-être leur état-major. Oui. Le bureau politique, non. Le bureau politique, c'est l'instance supérieure de ce mouvement du parti de monsieur Yousfi, est venu à Casablanca, sur le campus de comment il s'appelle ça? L'université Hassan II, pour récupérer leurs biens. Parce que le mouvement occidental était leurs biens pendant plus de 20 ans. Ils sont venus le récupérer et organiser un meeting. Donc, tout l'état-major, je ne dis pas tout, à l'exception de 3 personnes. Tout l'état-major était descendu pour dire, voilà, vous, étudiants, venez nous écouter. Ils ont été chassés. Non pas seulement par nos militants, mais par les étudiants. Ils ont été chassés. Pour cela, et cela, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Bon, ça se réfère à l'université, mais politiquement parlé, donc, politique intérieure au Maroc, est-ce qu'on a peur que aux prochaines élections, les islamistes, directement ou indirectement, puisque vous n'êtes pas admis en tant que parti, mais que les islamistes pourraient remporter une victoire,
pourrait gagner une grande partie de l'électorat, bien entendu. Oui, alors disons que la peur qu'ont les gauchistes, je ne sais pas qui a peur, je ne sais pas qui a peur. Il y a peur, de toute façon. Cette peur vient du fait qu'ils ont constaté sur le terrain que nous sommes nos existants. Pas seulement dans les universités c'est plus voyant, c'est plus visible. Mais nous existons partout. Ça, ils le savent. C'est de cette certitude que vient leur peur que le mouvement islamiste leur apporte les élections prochaines, d'ici 2 ans. Il y a eu aussi une marche, il y a combien de mois, il y a quelques mois, la marche de Casablanca, une marche à laquelle 12 mars, à laquelle nous avons participé, nous ne sommes pas les seuls, à laquelle nous avons participé, qui a rassemblé 1,5 million, selon le compte très vérifié, très précis. 1,5 million de personnes, hommes et femmes. Est-ce qu'il est vrai que la gauche perd de plus en plus une partie de son électorat, que les gens sont déçus finalement de la gauche et qu'une partie de ces gens se convertent peut-être en islamisme, qu'ils choisissent autre voie plutôt que de suivre les partis de gauche. Je vais bien, lentement, et nous ne sommes pas pressés. Et il faut vous dire une chose, que nous ne pensons pas aux élections prochaines. Nous ne pensons pas aux élections prochaines. Même si on nous y invite. Parce que je peux qu'on fasse une ouverture avec nous, pour nous inviter à participer, pour donner un peu de respectabilité à participer aux élections, pour donner à ces élections de la respectabilité et de la crédibilité. Les élections chez nous, c'est un mot qui ne signifie rien du tout, parce qu'ils ont été depuis 40 ans maintenant, près de 40 ans, et tout le temps falsifiés. Tout le temps, ils ont été trafiqués. Maintenant, on parle de clair transparence, c'est le mot du jour, transparence, de certitude, etc. Donc, il est possible qu'on nous invite à participer. Nous disons que dès maintenant, ce que nous avons dit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a eu des contacts, des pourparlers avec des gens semi-officiels, genre des émissaires du gouvernement, en 1991, nous a invités à former un parti. Le gouvernement d'alors, était prêt à nous reconnaître comme un parti, à condition. Nous avons posé des conditions que nous avons refusées, que nous continuons de refuser. Donc nous ne sommes pas pressés d'entrer dans le jeu pseudo-démocratique. Des conditions, pourriez-vous me parler un peu de ces conditions? Donc vous auriez dû accepter certaines circonstances de la vie politique au Maroc. Eh bien, les conditions qu'ils nous ont posées étaient, pour vous dire en résumé, étaient contraires à nos convictions. Il y a un principe. Est-ce que vous avez pour l'instant, vous avez toujours l'intention de vous transformer en parti? Est-ce que vous avez posé, je pense, il y a assez longtemps une demande d'être
pas accepter légalement accepter les contreparties. Est-ce que effectivement votre intention ou vous avez abandonné ce projet-là? Nous n'avons jamais demandé à être reconnu comme parti politique. Notre organisation, le piège dans lequel se trouve le gouvernement, c'est qu'il est en contradiction avec ses lois, avec les lois constitutionnelles. Notre mouvement a été reconnu par l'autorité judiciaire comme un mouvement légal. Et en 1944, jugement de procès, 90, donc législative. Alors, En tant qu'organisation, association c'est ça. sociale, Non, en tant qu'organisation. Légale. mais Non, pas en tant que- l'autorité judiciaire. mais pas en tant que parti, donc en tant qu'organisation dans le domaine caritatif, social, éducatif. Non, pas du tout. Notre أوراق ديالنا الأولى Vale. notre statut. Le statut que nous avions présenté prévoyait l'action politique, culturelle, caritative, toutes les activités possibles et permises par la Constitution. Donc notre statut était très large, entre autres les activités politiques. Donc nous sommes reconnus par l'autorité judiciaire, alors que le gouvernement ne le connaît pas. Donc il est en contradiction avec la démocratie. En démocratie, il y a l'autorité judiciaire qui est indépendante. Chez nous, il n'est pas indépendant. Cela constitue pour eux un mauvais pas dans lequel ils patautent. Ils ne savent pas comment en sortir. À ma connaissance, votre association a toujours refusé de jouer le jeu du Martin, si on peut. Marseille. Marseille. Vous avez toujours refusé certaines compromissions. Peut-être ça aussi, maintenant, pour l'instant, ça fait une partie de votre réputation parmi la population maroc. Vous avez toujours suivi une certaine ligne. Vous n'avez pas accepté de conclusions creuses. Oui, depuis maintenant plus de 25 ans, c'est ça, notre opposition change. Nous sommes une opposition qui n'accepte pas de compromission. Nous avons des principes, nous avons un projet de société que nous proposons, que nous avons écrit. Je ne sais pas si vous avez lu mon dernier livre en français, La misère modernité, je sais pas. Vous connaissez? Donc, nous avons exposé nos idées principales, la société, le genre de société à laquelle nous pensons, c'est connu. Jusqu'ici, les gens ne veulent pas nous écouter. Pourquoi? Parce que l'image que l'Occident a bâtie concernant l'islamisme, c'est une arme toute trouvée que ces gens-là, ces gens d'ici, les gens occidentalisés, ces gens qui sont colonisés mentalement et culturellement, ils trouvent une arme toute faite, toute prête pour la diriger contre nous. Donc c'est une arme idéologique qu'ils utilisent, mais au fond d'eux-mêmes, ils continuent et ils continueront de nous assurer, d'être sûrs que nous sommes tout à fait le contraire de ce qu'ils pensent. Quelquefois, ils parlent de groupuscules. Nous ne sommes que des groupuscules. Or, les groupuscules ne peuvent pas envahir 25-26 plages, 26 plages marines, avec des centaines, des milliers quelquefois. Surtout à Casablanca et dans Gaïa. Et ici même à Nadia. Est-ce que les circonstances n'ont pas changé depuis l'avènement de Mohamed VI? Est-ce que vous ne pourriez pas participer actuellement
activement en tant qu'organisation dans la politique intérieure au Maroc. Est-ce que ça ne serait pas une chance pour vous de faire le premier pas et de participer activement, puisque les circonstances ne sont plus les mêmes que sous le règne de Hassan II? Sous le nouveau règne, ça fait maintenant 1 an et quelques, il y a eu des déclarations d'intention. Le jeune roi est actif. Il bouge beaucoup. Il intervient sur différents dossiers. L'image que le monde de l'extérieur, c'est bien que les Marocains, ont de le gouvernement qui est un gouvernement qui ne fait rien, le roi qui fait tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Ce qui est compatible avec la marche de la monarchie marocaine. Il ne faut pas faire des rails sur lesquels la machine marseillaise de son père allait marcher, rouler. Il ne peut pas faire marche arrière, ni bifurquer. Pas. Il a des pressions, le roi de gauche, l'extérieur comme l'intérieur. Il a hérité, il a un héritage. Il a un héritage lourd. Je le plains, le pauvre. Il ne peut rien faire. Sinon, discourir et parler d'intention. Mais vous reconnaissez dans un certain sens sa bonne volonté de changer, de lutter contre certains fléaux. Bien sûr, mettez-vous à sa place. Un nouveau roi, il doit se présenter comme quelque chose comme quelqu'un de valable. Des gens qui disent que c'est surtout une question d'image, de se proclamer en tant que roi des jeunes. Il a besoin, oui. Bien dire, disons. Donc il y a Mais c'est ça. Il a besoin de se faire une image. Et il travaille jour et nuit. Mais quelle image il reflète? Ses actions reflètent. Les jeunes gens continuent toujours à aller s'embarquer sur les différentes bâtisses, les patiras espagnols, pour être noyés, pour mourir, noyés, pour fuir ce Maroc resplendissant, ce Maroc béni, ce Maroc riche maintenant du pétrole aussi, et de promesses. On fuit ce Maroc. La jeunesse ne veut pas de ce Maroc. Il n'en voudra pas. Tant que le gouvernement, que le régime ne cessera pas de mentir aux gens, de bâtir son existence de sa la légitimité sur le mensonge. Or, il y a beaucoup de mensonges. Mais est-ce que vous contestez finalement la légitimité de la dynastie en place? Vous êtes connu comme un des critiques les plus dures vis-à-vis du roi défunt. La question se pose, quelle est votre relation finalement vis-à-vis de cette dynastie qui est en place depuis plus de 300 ans? Contre la dynastie, je n'ai rien contre la dynastie. Rien contre la dynastie, rien contre les personnes. Mais sur les principes sur lesquels cette dynastie, aussi bien que les dynasties du siècle passé et les dynasties d'ailleurs, sont bâties, sont fausses. Ce sont des principes faux. Parlez plus concrètement, s'il vous plaît. Parlez de quel principe? Mais voilà. Il ne faut pas trop me presser parce qu'il y a la menace du ministre de l'Intérieur. Je vous le dis comme le roi du Maroc est roi. Il a la force avec lui. Il y a la constitution que son père lui a léguée avec le peuple. Il a hérité du peuple marocain. Il a hérité d'une constitution. Et il essaie de la gérer. Il est roi, il a la force, il a la constitution. Cela, c'est un fait. Mais
le côté de principe, prince des croyants, nous demandons à voir. Nous demandons à voir. Est-ce que ce rôle, vous contestez clairement ce rôle de Amir al-Mouminin? Vous contestez que le descendant de Sophie puisse, comment c'est correct d'accomplir ce rôle, ou s'il est légitimé d'être le représentant, peut-être d'être ce croyant, ce commandeur de croyant? Ou est-ce que ça devrait être quelqu'un élu, quelqu'un qui est élu parmi les croyants? Vous avez, après la mort du clan roi, il y a eu une نقولوا واحد الحفله ديال الموايا حفله cérémonie. Le ministre du Habous, le Khabi de Mamot, a organisé une cérémonie dans laquelle on a donné le serment au roi de lui être fidèle. Mais qui a donné ce serment? Quelques personnes, quelques personnalités intéressées. Or, Amir al-Mouminin doit être accepté par tout le monde. Et nous demandons à voir. Pour nous, donc Européens, c'est toujours un concept difficile à comprendre, puisqu'un Amir al-Mouminin devrait être commandeur des croyants pour tous les musulmans, disons, pour les Algériens, pour les Tunisiens, pour au moins tous les sunnites. Donc, c'est toujours un peu. C'est ça, oui. C'est ça. Mais après la cassure en fraction de cette Oumma musulmane, l'existence de ces nations, ces petits États, Maroc, l'Algérie, l'Égypte, etc. Il y a des États. Et on se contente, je veux dire, on se contente d'un Amir al-Mouminin en réduction. Une masse réduite. Pas concentration. Limité géographiquement, c'est-à-dire ayant pour base l'état de fait. L'état nouvelle et l'état de fait. Voilà. Deux significations. L'état avec une majuscule et l'état de. Est-ce que vous devriez me préciser un petit peu, est-ce que vous acceptez le principe d'une monarchie héréditaire? Est-ce que vous avez une solution claire là-dessus? Monarchie héréditaire, oui, c'est un fait. Chez vous, comme dans l'histoire des nations. Donc, il est monarque, il ne dit pas le contraire. Le sultan, il est monarque. Le roi, il a la force, il a la constitution pour lui. Il a. Il a renouvelé cette légitimité dans cette cérémonie de Béa, et puis il a continué. Vous devez connaître, vous devez avoir vu sur les télévisions marocaines et autres comment, à l'occasion de la fête annuelle de l'autorisation du roi, les personnalités, les personnages du royaume, les honorables, les notables viennent se prosterner devant le roi. Donc, il a tout cela pour lui. Il a renouvelé cette légitimité faite de cette façon. Or, cette façon, ces cérémonies n'ont rien à voir avec les principes islamistes. Rien du tout. Vous avez publié au début de cette année un mémorandum qui a été apparemment interdit dans les journaux au Maroc, les journaux étaient censurés ou
Ils étaient saisis, ce lockdown, censurés et saisis dans la pays. Là aussi, vous, d'une certaine façon, vous continuez à sommer, à faire des propositions aux monarques, cette fois aux jeunes monarques. Pourriez-vous me parler un instant sur cette lettre ouverte? C'est le devoir de tout musulman, c'est de dire à tout le monde, d'échanger de bons conseils avec tout le monde. Lui, avant d'être roi, il est musulman. Et nous devons lui donner, en tant qu'individu, en tant que musulman, en tant que roi. Nous devons lui adresser notre conseil. C'est le mobile premier. Et dernier, si le fait d'avoir publié ce mémorandum a un impact politique, c'est voulu aussi. C'est voulu aussi. Parce que la manière avec laquelle il a répondu, ou il a refusé, ou l'État a refusé de répondre à ce mémorandum de façon violente, cela dit beaucoup de choses. C'est plein de leçons. Et ces leçons, nous avons besoin de les apprendre, de savoir ce qu'on pense. Vous avez ces... Prétendu que le père du roi des femmes avait expatrié une somme énorme de biens nationaux au principe à l'étranger. Est-ce que là, il y a une certitude là-dessus? Est-ce qu'on parle de des chiffres pompéristes? Là, je vous demanderai de m'informer. Vous serez, en tant que Suisse, beaucoup plus informé que moi. Les banques suisses, n'est-ce pas, qui pratiquent le secret, je crois qu'ils ne le pratiquent plus maintenant. Pas 100%, mais en général, Mais il doit y avoir des moyens pour... Nous nous sommes basés sur ce qui se publie par le moyen occident, évidemment, par les médias occidentaux, sur ce sujet. Nous n'avons pas les moyens de faire des investigations auprès des banquiers pour nous dire, je veux bien, monsieur, de dire quel est le montant des biens des monarques des femmes, d'autant plus que ces biens, ces possessions sont très diverses, je devrais dire. Ces possessions sont diverses, du mobilier, de l'immobilier, du tableau, de l'argent, de l'or, je ne sais pas. C'est basé Sur un article. sur des C'est pas articles. des articles, c'est pas des chiffres complètement fantaisistes. Non, non, non. Ça a été publié par le monde entier. Voilà. Le monde entier. est-ce que vous avez eu des réactions des Marocains de la part de partie de la population sur est-ce que les Marocains sont conscients de cette proposition? Est-ce qu'ils ont entendu ou ça a été complètement étouffé? Ils ont entendu sans doute parce que le mémorandum a été un best-seller, comme on dit. Ça a été diffusé sur une large échelle, large échelle. D'autant plus que sur l'Internet, on peut le récupérer, on peut le descendre. Comment on dit, le télécharger facilement. Donc, elle a été connue partout. Donc, il a trouvé lecteur. Il a trouvé lecteur. Il y a des gens qui vous reprochent justement cette proposition des solutions un peu simplistes. Je m'explique pour l'expression, mais il y a des gens qui disent ça. Ce sont des propositions qui trouvent peut-être... il y a certains gens, des analphabètes qui vont applaudir parce que c'est une bonne solution. Des solutions... ثمانية تسعة
d'une façon simple pour attirer le vote. Nous ne courons pas derrière le vote. Nous savons très bien, je savais très bien avant d'écrire qu'il est impuissant, qu'on ne peut rien faire, il veut le répéter. Rien faire, c'est parce que l'héritage est lourd. S'il veut faire quelque chose, je lui ai donné, en fin de page, le conseil qui lui sera valable, qui est valable islamiquement. C'est de revenir à Dieu. Revenir à Dieu, lui et sa famille loyale. Comment revenir à Dieu, descendant du prophète qu'il est, entouré de gens, de docteurs de la loi, il doit chercher, il doit questionner les gens. C'est ce que je peux vous dire, d'autant plus que nous avons 1 minute pour... Après cette minute, moi je vais confronter M. Tosi, le sociologue politologue. De servir. Vous savez. Pardon? C'est le politologue de servir. Bon, oui, il a dit Al-Adl ne peut plus jouer sur les 2 registres de la prédication et de la politique. Il faut qu'elle se comporte en organisation politique. Et dans la même interview, il faut choisir entre un discours vague, prophétique et le jeu politique clair. Oui, Quelle serait votre réponse? Je comprends bien M. Tosi. M. Tosi est un jeune homme, il n'est pas tellement jeune maintenant, il n'a pas 44. Il ne peut pas gober, excusez-moi ce mot d'argot, ce mot un peu vulgaire, mais pas gober l'idée que l'islam que nous préconisons, l'islam que nous pratiquons, ne fait jamais la distinction entre l'activité politique et l'activité spirituelle. Il ne faut pas l'imaginer. Donc, le discours prophétique, etc., il faut essayer, il faut jouer le jeu démocratique. Ça, le peuple, il ne peut pas approfondir sa compréhension, je ne dis pas sa lecture de l'islam, sa compréhension de l'islam. Pour comprendre notre discours en profondeur, il faudrait avoir beaucoup de patience. D'abord, pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'islam. Déjà, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'islam. C'est une religion. Aussitôt qu'on emploie le mot religion, alors on déplace. En utilisant ce mot religion, qui est un mot figé, c'est un mot qui est un concept forgé à l'Occident, avec dans la fréquentation de religions, le catholicisme, le protestantisme, et d'autres religions telles que le bouddhisme, etc., ou le judaïsme. Donc le mot religion ne peut pas rendre compte de ce qu'est l'islam, parce que l'islam, tout simplement, n'est pas une religion. Telle qu'on conçoit religion, tel que le concept religion, l'islam, c'est l'islam. Pour comprendre ce que c'est, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut faire entrer dans pas dans ses calculs, dans ses comptes. L'homme intégral. L'homme, c'est une philosophie, la philosophie de l'existence, la philosophie de la mort, ce qu'il y a après la mort, ce que l'individu doit faire pour être agréable à Dieu, ce que la société musulmane doit faire pour être sur le bon chemin. Or, toutes ces vérités, le modernisme et l'Occident moderniste a horreur d'avoir parlé de vérité. Sauf qu'on parle de vérité, voilà, on pousse les cris, on dit on va nous imposer leur vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a beaucoup de vérités.
Et ça, oui, nous disons qu'il y a beaucoup de vérités relatives. Mais il y a une vérité absolue, c'est que Dieu existe. Et qu'après la mort, nous allons être conduits vers un destin de bonheur éternel ou de malheur indicible. Que cela suffise. Je vous remercie beaucoup. Il est 18h04. Vous n'avez pas encore 5 minutes? 5, pas plus. Pas plus, d'accord. Allez-y. Il y a des journalistes, je pense, Tosi aussi, qui a dit que il faudrait de la part de l'Adl ou Al-Ihsan des déclarations claires sur la monarchie, le jeu politique et la démocratie comme mode d'organisation et de gestion politique. Alors on nous reproche que vous êtes assez vague, assez flou parfois, toute l'organisation et vous-même aussi, par exemple sur la démocratie. Je voulais bien vous demander, est-ce que, parce que vous avez fustigé la démocratie pendant des années, et maintenant il paraît que vous avez changé un peu d'attitude un tout petit peu, ou peut-être je me trompe. Voyez-vous, ces gens occidentalisés épuisent leurs renseignements, leurs informations du jour ou des discours éphémères. Ils n'ont pas le temps, mais l'aptitude d'aller étudier dans le fond, ce que nous avons écrit, ce que nous continuons d'écrire concernant la démocratie, concernant tous les sujets que le monde moderne pose aux musulmans. Les gens, certains, se plaignent de dire que je suis un bavard de la plume. J'écris beaucoup. C'est devenu une tare. Ce n'est pas bien le top écrit. J'avais besoin, et j'ai besoin de d'écrire pour élucider mes idées. Est-ce que j'ai changé d'idée depuis 27 ans que j'écris? Eh bien, je vous dirais tout simplement qu'il est idiot celui qui ne change jamais d'idée. Et je ne sais pas si c'est idiot. J'ai changé de façon de proposer ce que j'ai à proposer. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont incapables de vous comprendre si vous n'empruntez pas un certain discours, une certaine façon de parler. Le monde moderne واش هادشي الاخوان مهم ولا كنضيعوا وقتنا؟ لا هذه المعارك كنتظرها المستقبل. هذا من الان نعرفها ولا زعزع. On n'a jamais été souvent. Porque pouco os garotos registrados algériens, garotos sont beaucoup. بدات تعجبني. Tu n'as jamais fait. Je reviens. Oui. Ces gens-là n'ont ni l'aptitude, ni le temps, ni la disposition, mais surtout la science de la langue arabe est une langue très subtile pour comprendre ce qu'on écrit en arabe. Avant, je n'avais pas besoin de trop détailler la démocratie. La démocratie entend qu'un mode d'organisation du conflit social et politique comporte une partie qui est indissociable chez vous, de la démocratie. C'est le laïcisme ou le sécularisme, selon les pays.
Chez vous, c'est le sécularisme, il n'y a pas de laïcité. C'est une denrée, je viens de denrée française. Donc, ces gens n'ont pas cette chose, l'aptitude, la connaissance profonde de l'arabe, le temps et le bon vouloir de nous écouter et de lire. D'emblée, ce qui est écrit à un barbu est refusé, sans discussion, sans autre forme de procès. Nous reconnaissons à la démocratie tous les, sans parler de ce dont elle souffre actuellement, elle souffre de la peur, même chez elle, chez moi, mon fils. La démocratie a des choses positives, des avantages. Pour éviter qu'il y ait guerre, qu'il y ait besoin d'employer la force et la violence, eh bien, on organise le pouvoir, l'espace politique. C'est très bien. Le pluralisme, les élections, j'ai encore l'obligation de on sait pas le pouvoir, avec une constitution, etc. Les droits de l'homme, et tout cela, mais éloigner la religion, dès le moment que nous disons l'islam d'un côté et l'organisation du pouvoir de l'autre, nous sortons illico de l'espace islamique. Vous avez vu? C'est inséparable de lui. Nous disons, et nous n'avons cessé de dire aux oreilles occidentales, s'ils veulent nous écouter, laissez-nous nous gouverner nous-mêmes. N'essayez pas de nous imposer vos idées, votre démocratie. Je ne sais pas où est-ce que j'ai écrit la démocratie islamique. Deux mots qui sont contradictoires. Sur le chapitre, il y a ici. Une dernière question, c'est que nous acceptons, possible aussi, nous acceptons le pluralisme politique qui est une des manifestations de la démocratie que nous souhaitons provisoirement en attendant l'avènement proche du pouvoir islamique. C'est aussi qui vous cite ainsi. Et pour reconnaître que vous acceptez la démocratie comme le moindre mal, comme une stratégie, etc., mais pas en tant que forme d'organisation politique. Je voulais vous poser une question. Réfléchissez un peu et répondez-moi. Est-ce que chez nous, en Occident, la démocratie, moi, le laïcisme, est une démocratie? Non. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Pour nous, une démocratie qui comporte le laïcisme est tout à fait contraire à l'islam. Pas la procédure d'organiser l'espace politique. La procédure est bienvenue. Mais dès le moment que cette procédure nous dit qu'il faut éloigner l'islam, et nous n'appelons pas ce mot piégé religion, vous ne savez pas la religion, nous disons non. Ce qu'ils veulent nous faire dire, ce que nous ne disons pas, ils disent que ces islamistes, ils nourrissent des intentions assassines concernant la démocratie. Ils veulent assassiner la démocratie. Ils vont profiter de cette popularité qu'ils ont pour qu'il y ait des élections une seule fois. Ça, ils l'ont dit lorsque c'était en Algérie il y a 10 ans, il y a 8 ans. Ils continuent de le dire. C'est un fonds de commerce qu'il faut fructifier. Or, nous disons
Et je vous l'affirme que le choix du peuple sera toujours respecté par eux. Qu'ils choisissent un autre gouvernement qu'islamiste. Nous sommes d'accord. Du moment que le vote populaire est pour une certaine forme de gouvernement, nous laissons faire. Et nous continuerons de proposer jusqu'à ce que notre projet de société soit compris par le peuple. Que cela prenne une décennie, un siècle, une génération, des générations, nous ne sommes pas pressés. D'où la fausse route que font les gens qui nous prêtent des intentions de vouloir faire main basse, comme ils disent, sur les élections prochaines, dans 2 ans. Notre action, notre projet se projette sur le moyen et long terme. Nous avons dépassé largement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي